Bonjour Français, Françaises et francophones qui pouvez m'écouter, bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Je vous propose de reprendre un format qui a très bien marché jusque-là, à savoir les revues des actualités. Vous en avez une pour janvier, voici celle de février pour les intéressés. Vous retrouverez aussi sur la chaîne plein de contenus hétéroclites à travers des émissions de conseils de lecture, d'analyse, de prospective et des surprises, en voulez-vous, vous en trouverez. Avant-garde, vous observez déjà de quoi on va parler pour la France dans cette revue des actualités, à savoir de l'identité, de la nationalité, de ces Mélenchon qui souhaitent un grand remplacement, de cette attaque de la gauche en croisade contre la tradition et les nationaux, les autochtones, et derrière tout un drame, un bouleversement qui pourrait mener au choc des civilisations, nous parle Huntington, où l'on voit que le grand danger pour l'Occident, c'est l'islamisation, et certaines viennent sur des plateaux télé à dire persécutées par la société. On voit la différence de persécution entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, où les femmes sont emprisonnées, tondues, violentées, et en France, celles qui se revendiquent mises de côté, non entendues, persécutées, mais que l'on voit débattre, avoir le privilège d'être avec un ministre de la Sécurité sur un plateau de télévision. Et derrière, nous allons examiner un peu cet échange, puisque Bruno Retailleau nous dit bien qu'il y a un problème avec l'immigration. Alors, ça fait réagir. Il y a la victimisation d'un côté, l'attaque avec une carte de sortie à l'islamophobie, la xénophobie, la phobie. Or, l'autochtone, bien inséré chez lui, n'a point de peur. Il est déjà prêt à répondre présent lorsqu'il faudra mettre l'uniforme pour refaire régner la loi dans son pays. Et d'autres en rigolent. Ils ne comprennent pas le drame qui se joue sur le territoire, le nombre de morts qui s'accumulent, les délinquances qui augmentent. On pense à Haute-Favre, une gauchiste descendue parisienne de son Paris pour aller à Nantes, et nous dire qu'il n'y a point de problème d'insécurité lié à l'immigration. Et on la retrouve à la fin de son épisode à Marc Dorcel comme une pupuce ou une pupute, on ne sait pas, de l'information qui vend son cul au plus offrant. Je vous propose de débuter avec Manuel Bompard, bien à gauche, ancré coordinateur dans la France Insoumise, qui réagit à une interview de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau nous dit « L'extrême gauche méprise l'attachement des Français à des réalités immatérielles, le patrimoine culturel, un mode de vie notamment. Chaque peuple a le droit à une continuité historique, à préserver son être. » Bruno Retailleau entend par ses propos expliquer que dans chaque peuple, il y a un résultat et une histoire derrière. Ça ne s'arrête pas uniquement à des monuments, à quelques pierres taillées, à des représentations encore ou des noms de rues. Ça va au-delà. C'est-à-dire c'est un mode de vie. On observe que de tout temps, jusque-là, depuis les années 50, la France était majoritairement chrétienne. Ou alors, quand il y avait une petite branche qui s'ouvrait à part, c'était pour être protestante. Mais quoi qu'il en soit, le rattachement était de l'ordre biblique. Et l'intérêt pour vivre ensemble était présent. On était dans une société avec l'église au milieu du village et la mécanique de la solidarité. Maintenant, nous nous retrouvons avec la mosquée au niveau de la cité et l'orange mécanique qui agit. Plus de violence, plus de remplacement et des dangers qui existent. Et malheureusement, on a des Manuel Bompard qui, eux, nous font part d'une autre réalité qu'ils perçoivent. Je le cite. « Il existe une culture française qui est le résultat d'une forme de créolisation. » Sous-entendu, pour traduire et rendre ça accessible même aux plus profanes, il nous dit que la France, de tout temps, a été un croisement de population. Il oublie tout de même de préciser que jusqu'à 1900, pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans ou plus, les croisements étaient européens. Voilà pourquoi on accédait à des grandeurs. Et qu'on a ouvert notre voie après aux extra-européens, ça a marché un peu, fut un temps, et maintenant, on se retrouve avec beaucoup trop de proportions, et ça crée tout le chaos, tout le désordre que l'on peut voir. Il y en a certains qu'on a accueillis, gentiment, à qui on a offert l'éducation, l'accès au logement, l'inclusion dans la société, et qui se retrouvent aujourd'hui à nous dire ça, Jad Zahab, je le cite, l'identité nationale, ça n'existe pas. L'identité française, ça n'existe pas.
Et plus loin de continuer, il y a en France 67 millions d'identités. Alors le pauvre personnage confond la personnalité, c'est-à-dire comment tu agis, tes comportements, ce par quoi on peut te décrire, avec l'identité, l'héritage de tes parents, la société à laquelle tu fais partie. Mais les mêmes personnes qui vous disent qu'il n'y a pas d'identité nationale française sont les premiers à revendiquer que le Mali appartient bien aux Maliens, que l'Algérie est aux Algériens, que nous sommes d'ailleurs redevables envers ce peuple, et qu'il y a des frontières qui séparent, et entre autres par du cultuel et du culturel. Donc l'Algérien est différent du Mauritanien, sera encore totalement, voyez-vous, diversifié par rapport à l'Africain du Sud, au Sud-Africain. Et plus loin, il va nous dire « l'identité française n'existe pas. La citoyenneté, elle, existe. » Alors, il est gentil, ce Jadzab, mais dans les faits historiques, ça n'est pas ça. Parce que sinon, ça voudrait dire que la France a commencé son existence qu'après 1789, à savoir avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, il me semble que depuis le baptême de Clovis, on est bien la France, elle est fille aînée de l'Église, et on a toute une histoire, même qui précède d'ailleurs avec les Celtes. On n'a pas attendu l'arrivée d'Africains pour pouvoir exister, encore moins de musulmans pour pouvoir obtenir du spirituel sur notre territoire. Là où ces personnages se trompent totalement. Mais nous voyons la radicalité de la gauche à proclamer qu'il n'y aurait pas de peuple, du moins aucun résultat depuis ces milliers d'années, et qu'on devrait accepter toute la planète où chacun vient comme il est. C'est-à-dire, le japonais, hop, il vient avec sa culture et il s'habille et il vit comme s'il était au Japon. L'Algérien fait comme s'il était dans son Afrique du Nord. L'autre maghrébin, encore tunisien ou marocain, en fait de même. Et nous retrouvons également les Africains noirs, congolais, ivoiriens ou encore maliens, qui pareil devraient venir, c'est-à-dire avec leur accoutrement de leur pays, leur façon de manger de leur pays, leur religion qui provient majoritairement de ces zones-là, et on peut tirer une liste bien plus grande encore. Et Jean-Luc Mélenchon, bien à gauche avec la France insoumise, ou du moins la France de la traîtrise, nous déclare « La France est vouée à être créole et tant mieux ». Alors on marque une pause, déjà ça veut dire qu'elle n'est pas créole jusque-là. Donc le discours de la personne d'avant, qui est son ami également, vous voyez, qui utilise les mêmes éléments de langage, dit que c'est le résultat d'une forme de créolisation, c'est faux. Puisque son patron dit que la France est vouée à être créole, donc elle ne l'est pas encore. Et il continue en disant que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne. Comme cela se fait à chaque fois. Chaque génération est un peuple nouveau. Il veut dire que dans un pays, il n'y a pas de filiation avec les ancêtres. Chaque génération est nouvelle. Donc si on prend à la lettre les discours de Mélenchon, à ce moment-là, la nouvelle génération française, et même celle de nos parents ou encore de nos grands-parents, n'est pas redevable envers l'Algérie. Enfin, surtout celle de nos parents, on va dire. Et nous, de même. Mais il y a d'autres discours, en revanche, bien à gauche, qui vont dire qu'il y a eu de la colonisation, que nous sommes redevables. Alors, il faut savoir, est-ce que la nouvelle génération est un nouveau peuple et donc n'a rien à voir avec l'ancien, auquel cas on ne doit rien aux autres. Les crimes de l'histoire, nous ne sommes point redevables. Comprenez. Et il emploie le mot grand remplacement parce que, en fait, il fait suite, entre autres, à ça. Écoutez bien. Je le cite. Des familles de quartiers populaires arrivent dans la ruralité. Je dis à ces gens, cette partie du pays est à nous. La Nouvelle-France, c'est la nôtre. C'est là que naîtront vos enfants et petits-enfants. Donc Mélenchon, bien à gauche, pris dans un racisme contre les Blancs, déclare que les cités sont majoritairement peuplées par des gens extra-européens. Et qu'il faut à présent les envoyer en campagne dans notre ruralité pour peupler et changer le paysage. Donc il reconnaît bien que dans la campagne, nous avons une France ancienne pas encore remplacée contrairement aux quartiers, et leur objectif maintenant, c'est de déplacer ces quartiers dans les campagnes pour de la mixité au nom de l'antiracisme, du métissage, de tout ce que vous voulez, que les jeunes Françaises se délaissent des Blancs et qu'il y ait un métissage. Et qu'on en arrive à un nouveau peuple demain, d'une nouvelle génération, où lui qui déjà réclamait que 4 grands-parents sur 10 sont issus de l'immigration. Oubliant d'ailleurs de déclarer que les 4 grands-parents issus de l'immigration étaient en l'occurrence au moins 2 pour 4 des pays voisins de l'Europe, partageant la même culture, si je puis dire, au moins le même cultuel, la religion chrétienne.
Mais ça, c'est à nouveau des manipulations et on le voit. Donc il déclare bien quand même qu'il y a deux France, que on arrive dans le choc des civilisations, hein. Il faut qu'ils aillent maintenant remplacer le pays à eux. D'accord. Il dit bien, il dit pas c'est notre pays ensemble, sous-entendu la ruralité et vous les gens de cité. Non, non, il dit cette partie du pays est à nous. Et quand il dit nous, il s'inclut avec ces gens-là. C'est la nouvelle France, c'est la nôtre. Donc il y a bien une conquête de territoire, et en effet, on le voit, les quartiers sont remplis de colonisateurs. Il ne faut pas se leurrer, et il faut employer les bons termes. Les Maghrébins, les Africains noirs, les islamistes sont des colonisateurs de notre territoire. Les mêmes que vous entendez se plaindre que le sionisme colonise la Palestine. Bah, ce qu'ils font sur notre territoire, c'est de la colonisation. Quand ils obtiennent plus facilement des logements, qu'ils ont des subventions par milliards, que derrière, ils sont là en train de détourner des jeunes filles, comme en Angleterre, à en abuser, à les mettre dans la prostitution, qu'ils convertissent quasiment de force, nous pouvons en effet déclarer que c'est de la colonisation. Et quand Mélenchon appelle à renverser la campagne, eh bien, il y a quand même des sondages qui posent la question aux Français, et aux concernés particulièrement. 75% des Français sont opposés à l'installation des immigrés en zone rurale. Je vous invite à aller voir sur Odyssée plusieurs contenus que j'ai faits, la propagande du métissage, le grand remplacement, le vrai du faux, retour sur un échange des remplacements et la revue des actualités 8 de l'année dernière. Vous me retrouvez avec le arrobase phenotix-évolution que vous avez à l'écran. P-H-E-N-O-T-I-K-S, plus loin, évolution. Revenons-en à la suite des actualités du moment. Philippe de Villiers nous dit qu'on a un danger. Oui, il y a de quoi trembler, selon lui, je le cite, « Nous sommes pris dans un étau entre le wokisme qui s'emploie à nous déculturer et l'islamisme qui s'emploie à nous reculturer. » Fin de citation. C'est exactement ça. La gauche travaille depuis un certain temps à faire en sorte d'effacer l'identité forte de notre pays, où les hommes sont des hommes et les femmes se réalisent tout autant en femmes. Non, ils veulent inverser les rôles, pour qu'après, du point de vue extérieur, on dise « regardez la décadence ». C'est hypersexualité, c'est des gens qui n'ont plus niveau en cours, des personnes qui sont vides spirituellement parce qu'on les a détachés de l'église et qu'on a enlevé ces liens des prêtres, entre autres dans les écoles, par la laïcité qui a ramené l'islamisme. Le wokisme, c'est également nier qu'il y a une culture française, ne pas reconnaître que s'il y a un résultat qui est là, qu'il y avait des valeurs à la française, une façon de manger à la française, c'est pas du halal, c'est pas du kasher. Vous voyez ? Et plein d'autres choses encore. Donc nous sommes face à un wokisme qui nous détruit et un islamisme qui nous détruit tout autant, mais qui lui se lance dans une quête de reciviliser, si je puis dire. Et alors, à gauche, comme Bref de Presse, mais il y a bien d'autres comptes qui existent, vous avez toujours ce même langage de personnes conditionnées qui répètent sans comprendre ce qu'ils disent d'ailleurs. Ils vous inscrivent ou ils crient sur tous les toits, parler d'immigration pour éviter de répondre aux vraies priorités des Français sur l'effondrement de leur pouvoir d'achat, la dégradation des services publics et la hausse du chômage. En fait, on a toujours ce même discours, provenant de la gauche bien radicale, qui laisse entendre que les droitards, les extrémistes de droite ou encore les patriotes sont dans les choux, vraiment tombés dans le ravin, parce qu'ils ont fait des jeux de malins, si je puis dire, à parler que d'immigration alors que ce n'est pas le problème. Après, il continue son exposé en disant que le Premier ministre François Bayrou réfléchit actuellement à l'hypothèse de conventions citoyennes organisées partout dans le pays autour de l'immigration, et il laisse entendre qu'à l'époque, sous Sarkozy, ça a été un bide total. Et qu'en l'occurrence, comme le met bien la partie en surligné, l'immigration n'est pas liée à ces problèmes de chômage. Alors déjà, vous remarquerez, parmi les immigrés, eh bien, la majorité des travailleurs sont des immigrés d'Europe, des immigrés également de d'autres continents, mais pas d'Afrique, puisque parmi les Africains, on retrouve une majorité de personnes, au chômage. En 2010, par exemple, 25% des gens issus de l'Afrique étaient au chômage. Dans les descendants d'Africains, et parmi leurs parents immigrés, 20-22%. Contrairement aux autochtones français, donc sans ascendance migratoire, on est aux alentours de 5%, 10% tout au plus
quand on est dans les mauvaises années, de personnes au chômage. Donc, les Français autochtones bossent, les immigrés bossent, mais pas majoritairement, et vous les retrouvez par contre favoris partout. Vous avez l'INSEE Enquête Emploi 2021, je ne remonte pas à des choses d'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, on est là où, dans la période, ils sont le plus inclus dans les sociétés, ou même des fois on les privilégie sur un autochtone, et vous remarquerez que parmi les descendants d'immigrés, donc c'est-à-dire ceux qui ont les papiers français, puisque descendants d'immigrés nés sur le territoire, ou bien issus d'une relation avec une Française. 50,2% des femmes de 15 ans à 64 ans sont en emploi. Donc, une femme sur deux issue de l'Afrique ne travaille pas. C'est-à-dire, elle prend la CAF, les APL ou d'autres aides qui existent, telles le RSA. Pour les hommes, 55% des descendants d'immigrés africains, donc ayant fait leur enseignement à l'école française, ayant eu l'accès aux formations comme tous les autres Français, 55% ne bossent pas. C'est intéressant. Après, on a d'autres continents qui sont mêlés, où on voit 45% et 50% également. Donc, est-ce que l'immigration est une chance ? La réponse est sous vos yeux par les chiffres. Est-ce que l'immigration coûte à la société ? La réponse est à nouveau, parce qu'il vient d'apparaître, sous vos yeux. Ils perçoivent plus d'allocations familiales que les autres, c'est vrai. Enquête de France Info, où on voit non seulement la plupart des femmes immigrées en France sont mères, c'est le cas de 57% des maghrébines et de 65% des africaines hors Maghreb selon l'INSEE, contre 47% des natives. Donc, le peu de femmes qui viennent en Occident, issues de l'Afrique, ont des enfants. Les autochtones françaises, pour la plupart, n'ont pas d'enfants, ou le peu qui ont des enfants, maintenant on est au 50-50 avec celles qui en ont avec les extra-européens. Donc un remplacement du peuple. Au total, plus de 8% des maghrébines et des immigrés subsahéliennes en élevant au moins 4 enfants contre moins de 2 pour les autochtones. Encore ces chiffres sous-estiment-ils la réalité puisqu'ils ne prennent pas en compte les enfants des migrantes nées sur notre territoire considérés comme français. C'est ces femmes-là, issues de l'immigration, qui ont une forte natalité et en plus, qui payent pour elles ? Elles ne travaillent pas et leurs maris, pour la plupart, sont dans les trafics, au chômage ou encore au RSA. Donc qui paye pour qu'elles puissent éduquer tous leurs petits ? Bingo, les autochtones français. Ceux qui, pris par la tâche du travail épuisé, n'arrivent plus à trouver le moment de se poser avec une femme et de trouver assez d'énergie pour avoir un enfant et l'accueillir dans les bonnes conditions. Voilà, un remplacement qui s'opère. On a également cette partie-là, plus d'1 milliard d'euros de subventions est versée par l'État chaque année à des associations d'aide aux migrants, explique une sénatrice centriste le 9 décembre 2024. C'est aussi ça. Un problème de logement, où les habitations au loyer modéré, comme vous pouvez le voir en bleu turquoise que je vous ai mis, les Français, leur seul moyen, donc les Français de la métropole, et d'ailleurs même les Européens également, leur seul moyen d'accéder au HLM, c'est pas d'être locataire du parc social, c'est d'être locataire du secteur libre, et même là, c'est compliqué, ou autrement, de devenir propriétaire occupant. Donc, pour un Français de souche, son seul accès au logement social, ça sera de s'endetter à vie, de prendre un crédit dans finalement une habitation au loyer modéré. Donc lui, il n'aura pas ce loyer modéré puisqu'il va acheter le bien. Il va devenir propriétaire occupant. Et par contre, il va se voir obtenir un bien, donc un bien immobilier, qui dans les années qui vont suivre va se dégrader dans son prix de vente. Pourquoi ? Parce que tous ses voisins seront des locataires du parc social, et là c'est la partie en jaune, que vous avez, en surligné, où les Maghrébins, Algérie, Maroc, Tunisie, à 40% occupent le parc social en locataire. Le reste de l'Afrique, donc l'Afrique noire, c'est 50% des locataires du parc social. La Turquie, c'est 40%. Donc on voit quoi ? Que les Français, entre autres, qui ont des parents ou de la famille qui ont des livrets d'épargne, c'est-à-dire le livret A qui permet de construire les logements sociaux, financent ces logements. L'État participe également par leur travail, les taxes, tout ce qu'on leur ponctionne, à financer cette création des habitations loyer modéré. Mais que quand leurs enfants, dans la difficulté financière ou du moment, demandent à accéder, ou même ils sont éligibles à être dans ces logements en question, la France métropolitaine,
Seuls 15% des Français y ont accès. C'est-à-dire que vous, en français, quand vous allez faire une demande alors que c'est vos parents qui ont financé, ou d'autres membres de votre famille, ou même vous par votre travail et les impôts qui sont pris d'accéder à ces HLM, on va vous dire non parce que, selon les critères sociaux, vous n'êtes pas prioritaire. C'est exactement ce que déclarait Jean-Marie Le Pen à l'époque en 2007 à la télévision face à tout un public avec qui il intervenait. Il avait dit « C'est une folie parce qu'en établissant les critères sociaux, finalement vous déracinez le français de ses droits d'accéder à un logement loyer modéré, vous le mettez dans du privé où lui va payer une blinde, ou des fois il ne pourra même pas y aller parce qu'il faut au moins 3 fois le loyer. Donc aujourd'hui c'est pas tout le monde qui a des salaires à 2000-2500 euros. Donc il se retrouve chez ses parents jusqu'à un certain âge, ou encore dans des foyers d'urgence ou je ne sais quelle structure pour pouvoir vivre. Lui il est sur son territoire, hein. Et on le fait attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour d'autres, quand ils sont avec des enfants jusqu'à 10 ans. Par contre, des nouveaux arrivants, eux, pas de problème. Ils montent leur dossier, au bout de 6 mois, c'est pas le T1 qu'on leur met, c'est le T2. C'est pas pour une mère qui a 2 enfants, etc., on lui met un petit T2, T3, non, on lui met le T4 ou le T5. Et en plus, comme elle bosse pas, on va lui verser un RSA, les allocations pour ses mômes, et pour payer son loyer, non, on va même pas prendre dans ce qu'elle perçoit déjà, on va lui donner également des APL. Un système qui favorise les étrangers à la place des autochtones. On est le seul pays comme ça à fonctionner au monde. La préférence des autres aussi. Et en plus, en ayant une gauche qui nous dit qu'on n'en fait jamais assez, et en ayant ces immigrés qui se voient obtenir tous ces privilèges, sortir dans la rue, revendiquer sur Internet en disant qu'ils sont discriminés et qu'on est dans un système de racisme systémique, mais enfin, de qui se moque-t-on ? Alors pour répondre à Bref de presse et à bien d'autres, on vient de prouver par A plus B et non dans l'idéologie mais par les faits, et encore on n'a pas assez d'éléments, mais déjà du peu qu'on a, que les immigrés ne sont pas une chance, sont surreprésentés dans le chômage, que les immigrés ne sont pas une chance que ce soit pour les femmes ou les hommes, puisque le taux d'emploi occupé est d'à peine 50-55%, qu'ils pondent plus de gamins que les autochtones, donc qui remplacent la population, et coûtent un pognon de dingue en allocation, qu'ils montent des associations pro-migrants pour détourner de l'argent, on voit notamment par an 1 milliard d'euros, et qu'en plus ils sont prioritaires dans les HLM, ce qui crée après de la tension sur le secteur privé, où les gens, comme je vous l'expliquais, ne peuvent pas accéder au logement et se retrouvent à la rue. On a d'autres témoignages qui vont dans ce sens. Par exemple, cet homme qui a été interviewé par Jordan Florentin, que j'apprécie moyennement, je cite « Il y a énormément de clandestins ici. Ils sont partout, logés à droite, à gauche. Les vrais Français, eux, sont pénalisés parce qu'ils ne sont pas prioritaires. » Point clé d'une étude. L'étude porte sur 13,8 millions d'immigrés et des descendants directs de ces immigrés, soit à peu près 20% de la population résidant en France. Le coût de l'immigration pour l'État passe de 17,4 milliards d'euros en 2012 à 40,3 milliards d'euros aujourd'hui. Par rapport à 2012, les recettes ont augmenté de 23%, mais les dépenses ont cru de 64%. Et je ne vous cite même pas dans cette affaire, les gens qui viennent en France, enregistrés sous une fausse identité, je ne sais par quelle correspondance amie dans l'administratif, qui leur permet de prendre des crédits renouvelables qui ne paieront pas parce qu'ils feront un dossier de surendettement. Les autres, avec leur vraie identité, qui sont au RSA ou encore AAH, allocation adulte handicapé, alors qu'ils n'ont aucun problème de santé, juste pour pouvoir toucher plus. Ou encore, l'homme et la femme qui sont déclarés séparés, ne vivant pas au même lieu pour accéder à l'ASPA, allocation de solidarité personnes âgées. Un qui va dire qu'il est dehors, et l'autre qui va déclarer son vrai logement. Comme ça, à deux, au lieu d'être à 1500 euros, ils ont 1000 euros chacun, ou plus même. Et on y ajoute les APL. Comme la femme est déclarée seule avec des revenus plus petits, eh bien ces APL augmentent. Et tout un tas de montages financiers. Je ne vous parle pas également de ceux qui sont aujourd'hui déclarés en France alors qu'ils sont au bled. Et leur logement qui a leur nom en France, les HLM, sont en attendant des squats qu'ils sous-louent à des étrangers. Parce qu'on peut se dire, attends, il y a un problème là dans cette France. On apprend qu'il y a des centaines de milliers de personnes immigrées au QTF ou présents en illégalité sur le territoire, mais ils dorment où le soir ? On ne les retrouve pas dans les structures de logement précaires ou autres. En fait,
Ces gens-là se retrouvent dans des HLM qui sont inoccupés par les gens inscrits sur le papier. Eux, en attendant, ils vivent la vida loca dans leur bled, c'est-à-dire que tous les mois, là, ils perçoivent l'ASPA ou la hache, et il faut savoir qu'en Algérie, par exemple, 1000 balles, c'est quasiment 2 ou 3 SMIC au minimum. Je sais pas combien il est leur SMIC, mais je sais qu'il est très bas. Donc ils vivent comme des rois dans leur pays, ils investissent dans l'immobilier là-bas. Pendant ce temps-là, le logement qui est en France, qui leur est attribué, ils le sous-louent, ok, et sans aucun risque. Hein. Parce que le jour où ils vont être arrêtés, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le logement, il va être saisi. Il n'y aura aucune poursuite, parce qu'ils sont dans leur pays après d'origine. Et voilà, on est vraiment le dindon de la farce. Donc l'histoire des 40,3 milliards d'euros que ça nous coûte aujourd'hui, c'est minimisé comparé à la réalité, y compris si on y ajoute ceux qui font des crédits et après qui se mettent en état d'endettement. Je crois que par an, c'est plus de 3 milliards d'euros de crédit qui sautent. Certes, fichier Banque de France, mais ils s'en fichent. Eux, ils continuent après à percevoir le RSA, ce genre de choses. Plus la fraude aux fausses déclarations, hein, notamment des gamins alors qu'il n'y en a pas, ou qu'est-ce qu'on peut avoir encore, la composition familiale qui change et bien d'autres choses. C'est une honte. Et on en a certains qui paniquent parce qu'ils savent qu'en 2027, quand ça va être Le Pen au pouvoir et que la droite va reprendre ni plus ni moins les rênes, et là on va mettre notre règne, c'est notre royaume qui va s'imposer. C'est-à-dire toutes ces escroqueries de montage, de détournement d'argent, de blanchiment, d'insultes des Français, ça va être terminé. Là, ça va être droit. Les Français vont être appelés à mettre l'uniforme et à faire régner la loi et le droit. Bien, il y en a qui paniquent, issus de l'immigration, qui en profitent allègrement. Ils disent, ils mettent la pression, si c'est Marine Le Pen qui va au pouvoir, on quitte la France. Bah barre-toi en fait, barre-toi dès maintenant même. Fais ta hijra, toi, si t'es un musulman que t'apprécies pas vivre avec des koufars. Pour toi qui dis que t'es finalement dans un racisme systémique, personne t'a mis les menottes pour rester ici. Barre-toi, retourne dans ton pays. Celui soi-disant qui serait meilleur que le nôtre, parce qu'à chaque compétition ou à chaque moment de géopolitique, tu ressors le drapeau de ton pays d'origine. Bah barre-toi là-bas. On te retient pas ici. Vous n'êtes pas en réalité une plus-value pour notre pays. Vous voyez? Mais ils vont faire les victimes, c'est comme ça qu'ils marchent. Toujours victimes d'un racisme, victimes de la société, victimes des Blancs. Moi je leur dis, allez vous faire enculer. On n'a pas besoin de vous, vous êtes des merdes, barrez-vous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Il y a fut un temps, on aurait dit, ah ouais, non, traite-moi pas de raciste, je suis pas comme ça. Maintenant, il faut arrêter avec ça. Ayez conscience qu'ils jouent en réalité de vos émotions. Dites-leur d'aller se faire enculer, c'est plus clair. T'es pas content, tu te barres. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, à l'étranger, ils l'ont compris. Breaking. Donc, il met bien. Réponse à ce personnage, il est temps de rendre sa grandeur à la France, barrez-vous. 120 000 likes, 15 000 retweets, 2 millions de vues. Même à l'étranger, ils savent très bien la situation française. On est trop laxiste avec ces gens qui nous détestent. Et voilà qu'intervient un débat, là, le 6 février, sur LCI, avec une femme assez connue, quand même, pour être intervenue sur plein de plateaux télévisés, qui nous laisse entendre qu'elle n'est pas militante, pas dans la politique, mais elle veut la liberté des femmes de porter le voile. Alors on a un débat entre Bruno Retailleau et cette femme. Il commence en disant, je le cite, « Boualem Sansal avait écrit un jour, je le cite, « L'islamisme, c'est la victoire du voile. Je pense que le voile est utilisé pour nous dire, je cite, « On n'est pas comme vous. » Et surtout, comme un signe de l'apartheid entre le croyant et l'incroyant. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un apartheid des méchants blancs qui marqueraient les noirs. On est dans l'inverse. L'étranger qui vient, qui se met une certaine tenue vestimentaire pour se distinguer du koufar, du mécréant, de celui qui ne pratique pas la même religion. Et ça commence par un foulard, ça suit avec la baya, et après ça va jusqu'au hijab, et du hijab ça va plus loin encore avec une tenue intégrale. Jusqu'à les gants qui sont inscrits et on voit à peine les yeux. Voilà la chose, c'est que ces islamistes veulent bouffer du territoire, mais ils y vont étape par étape. Et cette femme va lui dire, alors mince, il me manque un truc. Elle va lui dire, donc là il me manque une image, mais c'est pas grave, qu'en fait là il est à contrario de la laïcité. La laïcité, c'est normalement tout le monde pratique son culte et s'habille comme il veut. Sauf que lui, il va lui dire qu'il y a certains terrains où l'on doit conserver l'unité.
mettre fin à la distinction. Donc il dit non, bien au contraire. Et après, elle dit, vous employez beaucoup de mots qui font peur. Islamisme, les frères musulmans, etc. C'est très bien, parce que ça veut dire qu'elle, en musulmane, déclarée comme telle, sur un plateau télévisé, elle dit bien qu'en effet, elle-même, en musulmane, déjà qui pratique son courant avec son Coran, elle a peur des islamistes et que les frères musulmans lui font peur. Donc, à ce moment-là, allons au bout des idées de cette personne dont on va citer le nom après, et regardons qu'est-ce que promeuvent les frères musulmans, qui sont arrivés en 1928, depuis l'Égypte. Regardons leur doctrine politique. Et qu'est-ce qu'est l'islamisme? Pareil, décrivons-le. Si à ce moment-là, elle, comme les koufars, les mécréants, les autres Français ou les autres croyants, elle a aussi peur de l'islamisme et des frères musulmans, très bien, on est déjà sur un bon terrain d'entente. Donc Bruno Retailleau va lui dire « Ah bah oui, moi aussi ça me fait peur ». Et donc Lilia Bouziane, je la cite, « Bah ça me fait peur aussi, c'est fou. Ça me fait peur, mais pour combattre l'islamisme, je n'interdis pas des mères qui accompagnent leur enfant en sortie scolaire de porter le voile. Sauf que du coup, si elle veut combattre l'islamisme, comment elle décrit l'islamisme et les frères musulmans? Et quelles sont ses actions actuellement à cette Lilia Bouziane pour combattre ceux qui veulent pervertir sa religion? Aucun élément, aucune action. Très bien. Bruno Retailleau, lui au contraire, est quelqu'un de concret puisqu'il lui a cité, entre autres, Boualem Sansal, qui a été fait prisonnier maintenant en Algérie pour délit d'opinion, hein, c'est clairement ça, comme s'il avait fait un crime par sa pensée. Et ce qui est incroyable, c'est que cet homme-là avait décrit justement les frères musulmans et l'islamisme, à savoir de voiler toutes les femmes. Même celles qui ne voudraient pas seraient obligées d'être voilées. Et le journaliste va lui poser la question à ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous portez le voile? Et Lilia Bouziane, elle va dire, c'est un choix spirituel. Et j'aurais beau vous l'expliquer, vous ne comprendriez pas. Et plus loin, il va lui dire, quand même, le journaliste va lui dire, essayez au moins de nous faire comprendre à nous sommes peut-être crétins, mais enfin, je rajoute ça, hein, on est peut-être stupides face à votre grandeur, mais essayez quand même de nous mettre les éléments de pourquoi vous portez le voile. Non, elle répondra, je n'ai pas à me justifier. Et entre parenthèses, hein, je rajoute, pour que vous compreniez mon choix, je n'ai pas à me justifier, et ce pourquoi je le porte. Elle va continuer et inscrire ceci. J'entends des mots qui font peur. Mais là, en l'occurrence, on parle de jeunes femmes inoffensives qui étudient à l'université, qui veulent s'intégrer dans la société, s'émanciper par les études. Vous voyez, elle veut faire le contraste avec Bruno Retailleau, qui fait paniquer les gens en disant islamisme, frères musulmans, le port du voile obligatoire, et elle avec « non mais ce sont des gentilles femmes qui sont toutes en liberté de le porter ». Et donc quand vous les interdisez de le porter entre autres à l'université, vous les excluez de la société. Et Bruno Retailleau va lui répondre « mais vous alliez bien au lycée sans porter le voile ». Et elle va expliquer que ouais ok, elle a porté le voile au lycée, enfin elle n'a pas porté le voile au lycée, mais que si elle pouvait, elle le ferait parce que pour l'instant on est en train de, comment elle dirait ? Vous voyez, en gros on les infantilise les musulmans. Mais là on parle du lycée. Donc ouais, c'est des enfants au lycée. Ils arrivent, on va dire, à l'adolescence et adulte. Ok, bon allez, on va dire adolescents et adultes, mais ça reste des personnes encore non construites et influençables par des politiques. Et elle va dire que elle porte le voile sans la pression d'hommes. C'est bizarre, elle aborde le sujet alors que Bruno Retailleau et d'autres n'ont pas encore exprimé la moindre pression par des hommes. Ils ont parlé de la pression par rapport à des courants politiques, à des sectes religieuses, mais pas par rapport à des hommes. Donc elle s'est trahie toute seule. Et après, moi je vais dire, en fait, sa petite personne, vous voyez, l'exception n'en fait pas la généralité. C'est pas parce qu'on a 2, 3, 10, 15, 50 personnes qui nous disent qu'elles portent le voile parce qu'elles en ont envie, que ça en fait une généralité en disant que des femmes ne sont pas battues pour ça. Et d'ailleurs, en France, dans les années 70-80, il y avait quasiment aucune femme qui portait le voile, et encore moins le voile intégral. Alors pourquoi ça a changé ? Eh bien parce qu'on a une pression politique des frères musulmans et de d'autres sectes qui adviennent en France et qui trouvent leur terreau. Il va lui répondre « Moi, je ne conteste pas votre droit, mais simplement, je sais qu'il y a un islamisme politique qui essaye d'imposer les codes. Je ne suis pas en train de vous dire que les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je vous dis simplement
que tous les islamistes, tous, veulent qu'elle porte le voile. Il lui fait comprendre, très bien, toi tu veux porter le voile, c'est pas toi qui me dérange. C'est que derrière, il y en a qui veulent en faire une généralité. Et que celle qui ne porte pas le voile soit considérée comme une femme sale, comme une mécréante, comme quelqu'un que l'on peut violenter. C'est ça qu'il veut lui faire comprendre. Ton petit nombril, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est la généralité, c'est-à-dire toutes les femmes. Donc, si dans la société, il y a une minorité, parce que porter le voile, et en plus, porter le voile dans l'espace public, c'est pas interdit. C'est porter le voile dans certaines structures, dans des entreprises, ou encore, et même des entreprises, des fois, elles sont indulgentes. Quand c'est un voile assez discret, vous voyez, un tissu sur le cheveu. Mais elles veulent pousser plus loin le vice. Comme là, elle vient avec un voile marron et derrière noir, et avec une couleur blanche à moitié qui accompagne, vous voyez, pour montrer qu'elle est libre de mettre les couleurs. Mais la suite du port du voile pour ces extrémistes musulmans, c'est intégral et c'est noir. C'est de les transformer en corbeaux. Regardez cela. Cet échange, après on passe à la suite. Elle va lui dire, mais en fait, c'est la religion musulmane qui impose le voile. Et là, elle se trahit. Dans la suite de son échange, elle dit d'abord que c'était de son gré, spirituellement, et après elle va t'expliquer qu'en fait, non, c'est la politique de l'islam qui lui impose de mettre le voile, puisqu'elle dit que c'est la religion musulmane qui impose le voile. Mais dans le Coran, il n'est pas marqué qu'elles doivent se couvrir les cheveux de cette manière, ou encore de cacher jusqu'à leurs yeux. Donc là, c'est trahi. Et lui, il va lui répondre, c'est contesté déjà, et vous le savez très bien. Et là, elle, après, elle va dire, ah ouais, c'est vrai, je le sais que c'est contesté. Et Bruno Retailleau va lui dire, c'est un choix qui relève tout autant de la politique que de la religion. Et elle va lui dire, vous pensez vraiment qu'à 13 ans, je faisais de la politique ? Donc c'est-à-dire qu'elle est dans une forme de rhétorique. Clairement. C'est moi, je, et de mon petit cas, on en fait une règle générale. Ça, c'est très mauvais. Et elle se veut avocate, hein. Ou dans ces études-là de droit, de connaissances. En fait, quand vous tendez l'oreille et que vous n'êtes pas dans un fanatisme, comme l'œil des médias qui dit Bruno Retailleau est tombé sur un os, ou encore bien d'autres musulmans sur les réseaux sociaux, et qui ont mis des tweets en disant ah, elle l'a mis KO. Non. Quand vous étudiez correctement ce qui a été dit, c'est Bruno Retailleau qui a mis des arguments, et elle qui a fait sa petite affaire personnelle, quand j'avais 13 ans, je faisais pas de politique. Non. T'en faisais peut-être pas quand t'as voulu mettre le voile, mais la politique en faisait sur toi, pour te faire porter le voile, puisque ce que tu dis 2-3 phrases plus haut, c'est que c'est la religion musulmane qui impose le voile, et que lui, Bruno Retailleau, connaissant et étudiant le phénomène, t'a expliqué que c'était pas le cas, que c'est contesté. Et toi-même, en musulmane, tu as dit c'est vrai, je sais que c'est contesté. Donc si c'est contesté, ça veut dire qu'il n'y a pas un verset du Coran qui dit que vous devez porter le voile. Que c'est de l'interprétation avec des hadiths, et puis après avec les écoles du sunnisme, ou encore même d'ailleurs avec le schisme, on voit tout autant, qui vous ont forcé à être cachés. C'est très important. Et cachés pourquoi ? Pour justement des hommes qui sont barbares, qui peuvent même des fois fantasmer sur des fillettes, comme Mohamed l'avait fait dans son rêve sur une petite fille de 6 ans, qu'il a après agressée à 9 ans. Ça, c'est la réalité. Et ça leur fait mal. Donc l'escroquerie Lilia Bouziane face à Retailleau, c'est « je porte le voile par choix spirituel » et 3 minutes plus tard, c'est « la religion musulmane impose de porter le voile ». Elle dit après bien d'autres choses. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que les gens de sa communauté sont des gros barbares. Par exemple, en Angleterre, on a vu 250 000 petites filles victimes des Pakistanais musulmans. Eh bien, une des victimes a entre autres témoigné en disant, je cite, « Ils me traitaient de pute blanche et me punissait car je n'étais pas musulmane, c'était du terrorisme. » Et en fait, en France, c'est exactement la même chose. Vous avez ces gens qui montent sur les plateaux télé en disant qu'ils sont victimes de l'islamophobie et que vous voyez tout sourire. Et vous avez les vraies victimes de l'islam, par contre, qui, elles, sont emprisonnées, violentées, menacées, tondues, etc. Et jusque dans nos quartiers français, puisqu'on a plusieurs articles qui décrivent ce phénomène. Des filles non voilées témoignent de la pression qu'elles subissent quotidiennement dans leur quartier à Paris, Lille, Mulhouse ou Avignon. On a, comme je vous l'ai dit, des frères musulmans et des islamistes qui tiennent des réseaux de pédocriminels, de prostitution dans les quartiers, mais ils ne prostituent pas leurs sœurs. Ils ne vont pas prostituer les voilées. Uniquement celles qu'ils considèrent comme des petites couffardes et mécréantes. Et ils vont même en pousser certaines à être dans ces rangs-là. On a également sur 6,77 millions, donc on va dire 7 millions maintenant de musulmans dans le pays, 26% des femmes musulmanes
âgés de 18 à 49 ans disent porter le voile. C'est déjà la deuxième fois en 10 ans que 2 organismes de l'État français, l'INSEE et l'INED, livrent une analyse sur l'évolution des religions en France. Et nous voyons qu'à une époque, il y avait quasiment personne qui était là pour porter l'abaya ou un voile dans le collège ou au lycée. Mais que ça s'est généralisé parce que sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux, c'est gangréné par l'islamisme. Ces gens qui mettent des directives, façon de manger, façon de se comporter, de se vêtir, les interdits encore qui peuvent y être ajoutés. Regardons la suite. Cette Lilia Bouziane qui nous dit qu'elle n'est pas dans un activisme politique, vous la retrouvez au centre interculturel de Dessine Organise, vous avez des droits. Je cite, « Je peux être licencié à cause d'eux, je peux accompagner mon fils en sortie scolaire avec mon voile, je peux travailler avec mon voile, je peux poser des jours de congé pour l'Aïd. » On est clairement dans une directive militante politique. D'ailleurs, c'est pareil, musulmane et bientôt avocate, elle espère pouvoir plaider en hijab. Mais dans l'échange avec Retailleau, elle veut se faire passer pour une musulmane parmi tant d'autres et qui n'est pas du tout insérée dans la politique, ne souhaitant pas changer les mœurs de la France. Autre sujet, toujours en lien avec ces musulmans. Ok, donc je buvais un petit coup. C'est cette humoriste, entre guillemets, où on voit sa collègue présentatrice de plateau télé, hilar d'une blague qui n'a pas du tout marché. Les autres sont là en train de se regarder. Quelle gênance. Et elle, forçant son trait comme toute gauchiste, prêt à pomper du zboob, en veux-tu, en voilà. Donc c'est décidément le feu sur le plateau des qualifications des plus grands métiers des Hauts-de-France. On a failli s'y perdre, et vous la voyez en train de faire l'action pour taper dans ses mains, grand sourire forcé, yeux plissés, à côté de cet islamiste de service, donc qui s'appelle Merwan B. Et en fait, ce personnage a été rattrapé par des tweets qu'il a fait et par des directives salafistes, c'est-à-dire de cet islam clairement comme les frères musulmans, qui veut imposer la charia, qui met la pression aux femmes pour qu'elles portent le voile, etc. Et vous avez un avocat, Nabil Boudi, qui va dire, je cite, « En France, on peut rire de tout à condition de ne pas être arabe. » Et heureusement, il y en a qui l'ont recité et qui ont dit « va dire ça à Charlie Hebdo, espèce de comique, va. » Après, vous avez Bouscapé, tout ce qui est de la décadence, rap, sexualité, trafic de drogue, règlement de compte à la Kalash, ce genre de choses, eh bien ils vont dire « Merwan Ben Lazar, éjecté de l'émission C'est à vous, à cause de sa barbe et de son bonnet, traité d'islamiste, l'humoriste est au cœur d'une vague d'harcèlement raciste injustifié. » Ça y est, ça a été saisi à gauche par ces musulmans qui vont être majoritairement sur les réseaux sociaux, a publié, à rentrer dans la tête de la jeunesse et des personnes fragiles que s'il a été exclu et même des fois interdit d'entrer de salle au théâtre, c'est uniquement parce que c'est un arabe, qu'il a une longue barbe et que le pauvre, il subit le racisme injustifié. En fait, quand vous allez dans la réalité des choses, vous voyez que c'est pas n'importe qui en fait. Il a publié salafislam.fr et sur le site salafislam.fr, eh bien, vous retrouvez entre autres une fausse modération, où on apprend, entre autres joyeusetés, que l'apostat doit être tué. Ah, les méchants sont victimes des méchants racistes, ils étaient trop gentils. Mais par contre, quand on voit ce qu'ils partagent, c'est tuer des apostats, c'est forcer le voile. Donc on nous laisse entendre que le pauvre a été dénoncé par les malveillants qui s'en sont pris à un pauvre arabe au seul motif qu'il porte un bonnet et qu'il a une barbe mal taillée. Ben Lazar ne serait qu'un hipster persécuté. La réalité dit toute autre chose. Par exemple, sur le site qui partage, on peut trouver le Messie, donc Al-Mehdi, tuera les juifs et les chrétiens. Voilà. Mais après, on va nous dire que les salafistes sont des gentils. Vous voyez également que Merwan Ben Lazar, pris de panique, a d'ailleurs fait sauter son compte, mais il avait des posts comme celui-ci, PTDR frère, je débat pas de religion, va regarder les conditions pour pouvoir le faire, qui peut le faire et comment on le fait. La charia nous autorise à fouiller des conversations privées et les divulguer comme ça. T'es persuadé de faire le bien en plus, qu'Allah nous vienne en aide. Donc vous avez... C'est pas un pratiquant comme les autres. C'est un pratiquant qui est dans l'ordre du salafisme,
qui veut appliquer la charia et qui en fait rêve d'une seule chose, c'est l'Oumma, et est dans l'eschatologie même, à savoir qu'il attend qu'il y ait un Helmedi qui vienne, un imam, pour justement imposer l'islam à la planète et persécuter les juifs et les chrétiens. Et les autres qui seront à côté, athées, etc. Et tuer les apostats. Ça, c'est l'islam de ces gens. Comme je vous dis, ils arrivent en taquilla, c'est-à-dire c'est de la dissimulation de leur dogme. Vous le retrouvez dans un autre échange de 2020, donc c'est pas vieux, 2021-2020, il était majeur, vacciné si je puis dire. Donc il échange avec quelqu'un, tous les jours, j'ai envie de devenir une bonne personne, gentille et bienveillante. Mais dès que tu mets un pas dehors, tout te pousse à sortir le mauvais qui est en toi. Shaitan est toujours là, c'est pas facile, mais on est croyant, courage à vous. Et lui, il partage quoi ? Le site salafislam.fr. La première, elle est facile à mémoriser. Donc certainement qu'il parle d'une récitation par rapport aux sourates. Mais sur ce site, ils appellent à tuer les juifs et les chrétiens et à tuer les apostats, entre autres. Vous le retrouvez également en 2017, qui déclare « Mes frères en islam, qu'Allah vous éloigne des femmes arabes de 1 million de kilomètres. » Bon, Medine, ni une ni deux, comme d'autres rappeurs, comme la plupart finalement de ces peu d'intelligence, va dire sur Twitter « Hier c'était moi, aujourd'hui c'est Merwan B, demain ça sera vous. » On rappelle, il avait voulu faire un spectacle-concert au Bataclan. Toujours dans une provocation, en disant... C'est le double langage, vous voyez. Ces gens-là, comme pour Yassim Bellatar et d'autres, il faut lire entre les lignes dans ce qu'ils disent. Il y a toujours un message qui est véhiculé à un public profane et à celui qui est initié par l'islam. Et quelqu'un a repris ce tweet, et a très bien fait, il a dit « Toi tu dis hier c'était toi ?» En gros c'est ça, tu vois, hier c'était lui, interdit de théâtre, de spectacle plutôt. Aujourd'hui c'est Merwan B, interdit de pratiquer un certain humour, en tout cas sur les plateaux télé. Donc ça c'est la persécution des musulmans en France. Mais nous les Français, victimes de votre islam, hier c'était Thomas, hier c'était Philippine, aujourd'hui c'est Louise. D'accord ? Ça c'est la différence de... ces gens vraiment persécutés ou dans leur famille, ils perdent des personnes à coups de couteau et à coups de on va planter du blanc ou encore des viols de pauvres femmes blanches également ou de massacres de gamines, Lola, etc. Ça, c'est nous, la persécution qu'on subit. Et vous, la persécution que vous voulez mettre en parallèle, que vous subissez, c'est une interdiction de spectacle ou une interdiction de passer à la télé. Là est la réalité du terrain. Oui, parce que avant-hier, en fait, ou je sais plus si c'était hier ou avant-hier, je reçois quelqu'un qui met un tweet peu relayé pour une petite qui a disparu. Je dis, je vais quand même le reposter, mais ça me paraissait bizarre. J'avais peur que ce soit, vous savez, des gens qui sont là pour troller. Mais j'ai quand même repartagé. En fait, quelques heures après, j'ai vu que la petite fille qui était recherchée, donc Louise, 11 ans, a été sauvagement tuée. Et, je crois 8 coups de couteau. Et il y a une personne qui a été prise en photographie par les caméras de surveillance, donc vous reconnaissez le type de profil, casquette Gucci certainement, contrefaçon, enfin du moins je le pense au vu de la couleur, capuché, on est clairement sur ces petites racailles de merde, certainement issus de l'immigration. Et d'ailleurs, on peut même le valider à 80% parce qu'en fait, un des suspects qui a été arrêté, mais avec lequel les enquêteurs se sont trompés, Ryan B., malheureusement pour lui, il y en a qui ont sorti son nom intégral, ce qui est très mauvais parce que ça a entraîné immédiatement des recherches de gens, comment dirais-je, ils n'ont pas encore attendu les conclusions, donc ils ont fait n'importe quoi, comme on a pu avoir le visage de d'autres personnes qui sont totalement innocents, qui n'ont rien à voir avec ça, ce qui est triste, ce qui va d'ailleurs servir la gauche. Mais regardez, donc Ryan a été confondu, un des voisins, avec le criminel, en tout cas le présumé criminel recherché. La gauche, sur tous les réseaux, ouais, regardez, ils ont arrêté un arabe, le premier qui est arrivé. Mais en fait, si un arabe a été arrêté, c'est pourquoi ? C'est parce que le profil sur la vidéosurveillance, c'est un arabe. Donc ça prouve encore une fois que c'est bien ces gens issus de comment dirais-je, de l'autre continent qui commettent des crimes et sur des petites filles, entre autres en France. J'aimerais bien d'ailleurs savoir combien d'affaires ont été étouffées parmi les parquets et entre autres parmi les ministères sur ces étrangers qui trafiquent des jeunes filles pour les prostituer de force. On verra ce que l'enquête dit. Pour l'instant, sur cette petite fille, il est dit qu'elle n'a pas été violée. Mais bon, pourquoi elle serait tuée par un jeune ? Qu'avait-elle à dénoncer ou qu'a-t-elle vu peut-être ? On peut se poser la question. Qu'a-t-elle subi ? Il y a une question à voir. Et la première chose qui intervient,
C'est quelques heures après. Ça m'a d'ailleurs remémoré une des vidéos où on avait un père de famille à l'époque qui avait perdu son enfant, mais massacré en plus, voyez, dans de l'horreur. Et les ministres de l'époque lui avaient demandé de déclarer qu'il ne doit pas y avoir de récupération politique. Ça me rappelle le papa de Lola, hein, qui a fini par en mourir de son chagrin, qui avait déclaré, pareil, il ne faut pas faire de récupération, mais c'est pas lui qui avait dit ça. En fait, ils n'avaient jamais déclaré ça, c'est qu'on les avait forcés. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient encore sous le choc de la perte de leur enfant, les politiques bien à gauche immédiatement intervenaient et disaient surtout, pas de vague, hein, pas d'amalgame, pas de récupération. Alors que ce sont les premiers à monter en épingle quand il y a ne serait-ce qu'une petite discrimination pour arriver en boîte de news, ce genre de choses. Eh bien, on a une Hermine qui a retweeté et qui a dit « En fait, on se demandait si c'était un francocide, si c'était encore un de ces immigrés qui tuent nos Français et Françaises. » On vient d'en avoir la confirmation par Christophe Beaugrand-Guérin, présentateur télé qui est soi-disant ami de la famille, qui dit « La première chose qu'il fait, hein, c'est pas il est scandalisé par le criminel, pas il est attristé par le crime. Non, il dit « J'ai échangé avec le papa de Louise, il remercie tous ceux qui sont mobilisés et tous ceux qui soutiennent leur famille dans ce drame terrible. Et surtout, oui, le surtout, hein, c'est ça qui prime dans l'échange. Il demande ceci, je cite, « Qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur notre malheur. » Fin de citation, merci de respecter leur peine. On apprend que cette pauvre petite fille de 11 ans a été massacrée de plusieurs coups de couteau ou en tout cas d'un objet tranchant dans des zones vitales. Pour le moment, on nous dit en outre que le rapport précise qu'il n'y aurait pas eu de violences sexuelles qui auraient été commises. Et certains ont été sur le profil de la sœur de la victime, ce qui est à déplorer et en même temps ce qui est compréhensible. C'est assez étrange, je vous explique pourquoi ce paradoxe. Parce qu'on retrouve une gauchiste dans l'âme qui a voulu à chaque fois ridiculiser la droite. Et par exemple, elle avait entre autres publié ce tweet avec une carte reprise d'un dessin animé où de blanc à beige, eh bien c'est ouais non, le violeur, on ne sait pas trop, si ça se trouve, elle l'a cherché. En revanche, de métis à noir, si je puis dire ainsi, eh bien là c'est violeur automatique. Donc d'arabe en gros à africain noir, c'est violeur automatique. Et elle avait republié ça et bien d'autres choses. Et certains sont saisis de ces tweets de la sœur du coup, de la victime, pour dire, regardez, sa famille très à gauche, et donc immigrationniste, et en important l'immigration, dans ce lot, il y a eu la descendance, entre autres, de ce criminel qui est recherché actuellement pour avoir buté, même assassiné, devrais-je dire, leur fille. Donc, ils sont indirectement responsables, c'est horrible. Eh bien, c'est triste à dire, c'est violent à prendre, mais il y a un moment, ouais. Alors, faut pas dire qu'ils l'ont cherché. Mais, par contre, en l'occurrence, qui sont indirectement responsables, oui. Toute personne actuellement qui continuera dans la folie immigrationniste, à dire qu'on peut en accueillir autant qu'il doit y en avoir, autant qu'il y aura de demande, se rendra responsable de tous les viols, de tous les crimes, de toutes les délinquances qui auront encore lieu par ces gens issus de l'étranger. Et y compris d'ailleurs de la dégringolade de notre économie en France. Ça a déclaré. Et je pense que les parents doivent arrêter d'être récupérés par ces personnes qui souhaitent les réduire au silence, mais au contraire faire retentir la voix de la colère, et qu'à un moment ou un autre, hein, moi je vous dis, ce qui s'est passé en 39-45, moi je ne souhaite pas qu'on mette des gens dans des fours, mais par contre, que l'on favorise la hijra, et entre autres que les criminels et délinquants soient mis dans des wagons pour, comme en Amérique centrale ou en Chine, que l'on crée des établissements, des camps du travail, c'est avec plaisir. Et ce que je dis, ça va devenir. Hein. Il y en a certains, ils rigolent, ouais, ils se pensent en avance, je sais pas quoi, vous verrez. Soyez un peu patient, vous verrez. Le peuple français va être appelé à un moment ou à un autre à réagir. N'oubliez pas dans quelle main est le pouvoir actuellement. Il n'est pas encore passé dans la gauche et il n'est pas dans la main des immigrés. Donc quand on va remettre de l'ordre, ça va être une blitzkrieg, c'est-à-dire c'est le côté de la guerre éclair, la blitzkrieg. Vous voyez, j'en perds l'allemand. Comme je vous ai dit à la fin qu'on parle français ou allemand, aujourd'hui nous sommes des frères de peuple. C'est-à-dire que la guerre de demain, ça ne sera pas les Celtes, les Gaulois contre leurs voisins. Ça, c'est terminé. Main dans la main, on va combattre en revanche ce qui est l'ennemi global. On a Marine Le Pen qui a dit, je cite, que François Bayrou fasse le référendum sur la suppression du droit du sol et on arrête de débattre. On arrête de blablater, on propose aux Français de donner leur avis et on va le respecter. Et Bruno Retailleau,
nous a déclaré, je cite, « L'immigration est le phénomène qui a le plus bouleversé la société française depuis un demi-siècle sans que les Français aient jamais été consultés. » Je vous invite à découvrir, si ce n'est pas encore fait, puisqu'elle a fait peu de vues sur mon Odyssée, à mettre dans la barre de recherche un lien entre insécurité et immigration en 45 minutes. Je vous propose de faire le tour de cela. Et aujourd'hui, on continue avec l'actualité du moment et notamment cet article qui nous inscrit dans le détail. Le préfet de police indique que les étrangers, ceux qui n'ont pas la double nationalité, sont responsables d'un cambriolage sur 2, d'un vol violent sur 2, de 40% des violences sexuelles et de 8 à 9 cas sur 10 de vol à la tire. Juste les étrangers. On n'a même pas pris ceux qui ont la double nationalité. Que déjà, en prenant juste les étrangers, on a dans sa partie de la France un vol sur 2, violent en plus, qui est fait par ces étrangers. 40% des violences sexuelles par les étrangers. Ajoutez-y maintenant les doubles nationalités, vous verrez, on sera 70-80% des violences sexuelles. C'est bizarre parce que la même immigration nous laisse entendre que c'est les seuls blancs qui sont des porcs, qui s'en prennent aux femmes. Étrange. Alors la question se pose, y a-t-il un lien de cause à effet entre délinquance et immigration ? C'est l'un des débats qui anime la France ces derniers mois. Et le préfet de police de Paris, après avoir déclaré qu'un cambriolage sur 2 est issu des étrangers, un vol violent sur 2, c'est les étrangers, 40% des violences sexuelles et 8 à 9 sur 10 des vols à la tire sont le fait des étrangers, nous dit quand même, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, que lui fait pas de lien. Faut quoi en fait ? Faut qu'on soit à 90% de chaque cas dans chaque catégorie pour qu'il fasse le lien ou c'est comment ? Je cite, « Nous, on lutte contre la délinquance de manière générale, assure-t-il. » Fin de citation. Le patron de la préfecture de police reconnaît néanmoins sur Europe 1 ce vendredi 7 février que, je cite, « Les chiffres sont ce qu'ils sont. » Fin de citation. Et annonce que 36% des mis en cause dans l'agglomération parisienne sont de nationalité étrangère. Fin de citation. Dans le détail, Laurent Nunez souligne que les étrangers sont responsables d'un cambriolage sur 2, d'un vol violent sur 2, de 40% des violences sexuelles et de 8 à 9 cas sur 10 de vol à la tire. Je cite, « Mais le niveau baisse. Il était encore à 41% il y a 2 ou 3 ans. » Waouh. Ça descend à 36%, on est fiers. Alors, juste, je vais vous rappeler pourquoi ça descend à 36%. Parce que les gens portent moins plainte, parce qu'on naturalise à gogo et donc ils sont plus considérés comme des étrangers. À présent, au bout de 3 ans, ceux qui faisaient des crimes ont certainement réussi à obtenir la nationalité française par une pauvre Gwendoline qui se fait avoir ou encore par une autre stratégie. Et donc dans les chiffres, ils rentrent dans les Français qui font des crimes. C'est pour ça qu'il est urgent de demander des statistiques ethniques. La nation est malade, il y a un cancer qui se propage. Maintenant, on doit comprendre quelle est la nature de ce cancer. Une fois qu'on va l'avoir diagnostiqué, il y a un soin qui sera à faire. Les wagons, chargés, poussés. Chargés, poussés. Commandant Chouchou est l'ami des rails. Et il vous invite à en être tout autant. Soyez déjà prêts à charger, pousser. Regardez ça. Le procureur de Melun annonce que des plaintes seront classées sans suite pour alléger le travail des enquêteurs. Donc Melun, pas très loin de Paris, je vous ai mis la carte. Et on aperçoit que 350 plaintes, soit 20% de celles déposées ce mois-ci, vont être abandonnées. Oui, vous ne rêvez pas. Ils ont décidé de supprimer en fait des poursuites judiciaires et des enquêtes parce qu'il y en a beaucoup trop par rapport aux effectifs. Donc, ça va diminuer les chiffres. Les gens, à un moment, vont se dire à quoi ça sert et que j'avais porté plainte. Je me suis fait voler mon téléphone, ou l'autre, je sais pas, elle s'est pris une baffe, ou une main au cul, ou je ne sais quel propos encore qui pourrait être dérangeant, mais ils vont se dire, à quoi ça sert que j'aille au commissariat ou encore à la gendarmerie, attendre des fois 2 heures ou 3 heures pour faire une main courante, et qu'on me dise qu'à la fin, il n'y a pas assez d'effectifs, il y a trop de plaintes, et donc on les classe sans suite. Alors, tu m'étonnes que les chiffres de Nunez et de d'autres vont être meilleurs. Ils vont nous dire, mais regardez, ça baisse, il y a moins d'insécurité, ça ce n'est qu'une sensation, comme le dirait l'autre porc qui était avocat fut une époque. À Melun, oui, c'est le même endroit où on retrouve l'OQTF poursuivi par Bruno Retailleau, donc quelqu'un qui n'a pas été sur le territoire français, qui en plus a menacé de faire des crimes. Eh bien,
L'influenceur algérien Doualem a donc vu son OQTF annulé par le tribunal administratif de Melun, la même localité où il classe les affaires sans suite. Les juges sont pourris, c'est des juges rouges clairement. On nous dit en plus de ça, cerise sur le gâteau, les Français devront lui donner 1200 euros, et du fait qu'on annule cet OQTF, pour le moment, donc il a menacé, on rappelle, des Français. Il a tenu des propos scandaleux, il n'a pas été sur le territoire. Il est poursuivi par le ministre de la Sécurité, et comme le pouvoir de justice est séparé de celui de la politique, les traîtres, les vendus de Melun, ceux de ce tribunal en tout cas administratif, ont décidé de supprimer son OQTF, de lui faire bénéficier désormais d'une autorisation provisoire de séjour, et en plus de lui fournir 1200 euros. Alors, on observe dans une de mes vidéos insécurité vers des dispositifs spécifiques, sous-entendu montre connectée, caméra de surveillance avec reconnaissance faciale, micro sur certaines parties de l'espace public, bref, on peut imaginer encore des dispositifs où nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Eh bien, nous observions de 2010 à 2019 que les escroqueries, cambriolages de logements et viols violents étaient à peu près à stagner, mais déjà dans de mauvaises proportions, et que certains vols diminuaient. Surtout que les chiffres étaient sous-évalués. On en a peut-être la preuve dans notre entourage ou autrement par des témoignages sur Internet ou encore sur des blogs où vous retrouvez des personnes qui expliquent qu'ils ne vont plus porter plainte, entre autres parce que dans leur quartier, ils ont peur de subir des représailles. Et donc la peur de représailles dans ces jugements viennent à déconnecter de la réalité. Les chiffres sont sous-évalués partout. Envoyé spécial nous disait le 24 octobre 2024, je cite, « On met sous le tapis, on balaye. Si notre plainte dort dans une pile depuis plus d'1 an, elle a toutes les chances de finir classée sans suite. » Dans cet extrait d'envoyé spécial, une avocate dénonce une circulaire qui incite les procureurs à faire baisser le stock des procédures en cours dans les commissariats et gendarmeries. Donc vous vous retrouvez avec des étrangers qui viennent sur votre territoire, privilégiés dans la HLM, prenant des subventions, prostituant des jeunes filles n'étant pas vraiment poursuivies, agressant comme ça dans la rue, volant, se faisant du blé à côté par différents trafics, et pas poursuivis parce qu'il y a trop d'affaires en cours. La France. La France qui tombe à cause de quoi ? C'est pas la droite au pouvoir, puisque tous ceux qui entendent que Marine Le Pen, pour arriver au pouvoir en 2027, disent qu'ils menacent de quitter le territoire, de faire une révolution, des grèves. Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir actuellement, puisqu'il n'y a pas de révolution, pas de grève, et pas de gens qui quittent le territoire, sont de l'accord de ces socialistes sectaires, de ces islamistes. Le modèle actuel leur convient très bien, puisqu'il n'y a pas de révolution, comme je vous dis, ils ne quittent pas le territoire, etc. Contrairement à leur peur de la droite qui arrive au pouvoir. Ça veut tout dire. Ce sont des vendus, des traîtres, qui participent d'ailleurs aux traites de ces êtres humains venus de l'étranger et qui passent entre les mains de différents criminels, passeurs, et jusqu'à ceux qui sont après dans l'exploitation par un travail au black, par de la sous-location de logements, par bien d'autres violences encore qui sont exercées contre ces gens venus d'ailleurs. On avait entre autres l'affaire de Marocains qui exploitaient des Marocains, on s'en rappelle récemment, ou encore cette étude qui a révélé que 90% des femmes et des fillettes qui avaient traversé différents pays africains pour venir chez nous avaient été violées dans tous ces pays africains. Mais après, c'est le méchant blanc qu'il faut montrer du doigt. Et qu'en Occident, ceux qui font de la sous-location et qui emploient au black, dans le BTP, dans bien d'autres choses, sont en réalité pour la plupart des Africains sur des Africains. À nouveau. Une délinquance qui reste structurellement élevée. La délinquance reste structurellement très élevée dans l'agglomération parisienne, évidemment, a reconnu Laurent Nunez, je cite, « Mais quand les chiffres sont bons, quand ils baissent, c'est le travail des policiers qu'il faut saluer. » A-t-il fait ça valoir ? Non. Si vos chiffres semblent bons et qu'ils baissent, c'est pas que la criminalité, la délinquance, elle, s'est évaporée. C'est que les gens en ont ras-le-bol et à la fin, ils désespèrent même carrément de porter leur plainte. Et il dit, alors attendez, concernant les chiffres des homicides, tentatives d'homicide dans la capitale, le patron de la préfecture de police préfère relativiser. Je cite, « Je vous invite à aller voir ce qui se passe dans 4 départements d'Île-de-France. Il y en a où ces chiffres baissent significativement. Rhône. Les étrangers impliqués dans 56% des délits sur la voie publique. On nous dit 30% de la délinquance générale dans le département est le fait d'étrangers. Et à nouveau,
on n'a pas joint à ces chiffres ceux de double nationalité. On attend que ça, en fait, à droite. D'établir des statistiques ethniques. La prochaine revendication qu'il va falloir porter haut et fort, c'est établissons des stats ethniques dans les allocations familiales, dans les HLM, dans les délinquances, dans les criminalités. Déjà, au moins sur ces quatre secteurs-là, on pourra obtenir de la donnée pour prouver que ce ne sont pas des chances pour la France. Et pourquoi pas même d'ailleurs dans le travail aussi. On se rappelle de cette vidéo, le cas Haute-Favre, la pupuce ou la pupute des journalistes, qui avaient des désinformations subventionnées intervenant dans les écoles pour expliquer la lutte contre les désinfos, et sur son Discord avait ouvert un billet pour dire que le grand remplacement n'existait pas. Bon, vous avez vu le grand remplacement, comment dirais-je, au tout début, entre autres avec Jean-Luc Mélenchon, et après elle a dit merde, putain, il y a déjà plus de 20% de Français issus de l'étranger, au minimum, hein. Donc là, on arrive à un cinquième de la population qui, ça y est, n'est déjà plus la même qu'hier. Et on parle même pas des croisements pour les futurs enfants déclarés comme français. Donc, elle dit maintenant, on va faire autre chose. On va reconnaître qu'il y a bien un remplacement, mais est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les grandes villes, donc, qui accueillent beaucoup d'immigrés, et l'insécurité ? Et elle va tout faire pour essayer de prouver le contraire. Que l'insécurité serait plus présente dans des lieux où il y a vraiment des Français autochtones que là où il y a des immigrés, qu'il n'y aurait pas de différence autrement. Et malheureusement, les gens vont lui prouver le contraire, comme je l'ai fait juste avant. 5 jeunes sur Nantes, parce qu'on rappelle, cette Haute-Favre parisienne, subventionnée en veux-tu en voilà avec son fake off et avec Citizen Fact et encore avec bien d'autres interventions dans les écoles, était descendue à Nantes, donc financée par le CNC et France Travail, j'allais dire, et France Slash, je crois, donc France Télévisions, pour dire que non, il n'y avait pas de coup de feu, aucun règlement de compte, l'insécurité était inexistante à Nantes, et encore moins liée aux immigrés. Bien regardez ce qui s'est passé entre-temps, depuis son passage. 5 jeunes, âgés de 14 ans à 18 ans, ont été déférés le 14 novembre au parquet de Nantes. Ils sont suspectés d'être à l'origine d'une vague d'attaques au couteau et de vols depuis l'été dernier. Je vous explique l'affaire. En gros, vous avez des gens à la Orange Mécanique, avec la mosquée au niveau de la cité, qui débarquent dans des endroits assez huppés de Nantes, donc des établissements scolaires, et ils attendent que les Blancs sortent de ces cours pour aller les violenter et les menacer avec des couteaux pour prendre leur téléphone. Et des fois même plus l'argent s'il y en a dans le portefeuille, ce genre de choses. Il y a eu une affaire, puis 2, puis 10, et ça s'est multiplié, les parents ont commencé à paniquer, ont appelé la police, et après enquête, eh bien on a eu 5 jeunes qui ont été interpellés dans ça. Je vous renvoie à une vidéo où on avait entre autres un des Marseillais, pareil dans le grand banditisme, enfin, du moins dans la délinquance du banditisme à l'époque, qui avait déclaré et interviewé des gens, qui expliquaient que, bah oui, ils se rendaient dans la ville et ils essayaient de voir celui qui pouvait paraître bobo, un peu fils à papa. Et puisqu'il est blanc, bah, ils allaient l'agresser. Ils menaçaient avec un couteau pour prendre sa montre, son téléphone, ou encore son manteau de marque. Donc dépouiller les gens. Partout en France, ça c'est comme ça. Ceux qui sont visés, c'est les blancs à nouveau. Ou encore à Nantes, 2025, viol d'un handicapé à Nantes. Le vigile qui a publié la vidéo, on l'a vu, a été poursuivi. Il doit indemniser un agresseur algérien sous OQTF, qui n'a rien à faire là. C'est le monde à l'envers. Autre information, Amouna B, tunisien, 19 ans sous OQTF, a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes le 26 août 2024, suspecté d'enlèvement, de séquestration et de viol, précédemment placé en centre de rétention administrative, donc dans un établissement en attente qu'il parte et qu'il prenne l'avion, qu'on obtienne finalement un visa pour le faire dégager. Eh bien, il a été libéré pour des raisons médicales, à peine sorti. Il va aller, donc, comme on l'a vu, enlever une femme, la séquestrer et la violer. Nantes, c'est pas fini, hein, oui, Haute-Favre qui nous dit que c'est jamais lié aux immigrés. 10 migrants sous OQTF, interpellés lors d'une vaste opération contre le narcotrafic. Donc, place du commerce, là où elle n'a pas été, elle s'est rendue un peu derrière au CHU, hein, pour être en sécurité. Elle n'a pas été interviewée, les gens sur la place de commerce, c'est étrange. Ni même dans le quartier nord, ni au Dervalière, d'ailleurs. Eh bien, nous avons un peu partout des réseaux structurés qui vendent des cigarettes, qui harcèlent les passants, qui cassent les couilles à demander des sous, qui vendent également des stupéfiants. Bref,
on les retrouve partout, ils cassent les couilles. Et après, pour être protégés, ils se rendent dans les kebabs avoisinants ou dans des commerces à l'aile. D'accord, d'autres restaurants encore. Pour blanchir leur argent. Ou cacher la drogue. Ils sont tous liés les uns aux autres, hein, jusqu'aux boucheries, etc. Nantes, un homme de 27 ans sous OQTF condamné pour vente de cigarettes. Donc en concurrence déloyale avec ceux qui payent des impôts. Mais pour Aude Favre, elle dira « Mais non, c'est un pauvre étranger, faut le comprendre, il doit bien vivre. Pour vivre, il doit bien, être en dehors des clous de la République et faire sa maille de façon illégale. » Ça, c'est les gauchistes. Hein. Ils vont vous trouver toujours un prétexte. Pareil, pour ceux qui vendent des produits de contrefaçon ou encore du recel de ce qui a été volé, ils vont vous dire « Oui, mais il faut les comprendre, c'est compliqué pour eux. » Insécurité, Rétalio promet plus de moyens pour Nantes. Je vous ai mis cette image, pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit des unités de CRS qui sont déployées un peu partout dans Nantes. Et j'ai une question à poser à Aude Favre. C'est si du coup c'est une invention, pourquoi le ministre de la Sécurité irait dépenser du budget et mobiliser des hommes, avec entre autres des gros moyens, pour mettre de la sécurité là où il n'y aurait point de problème avec les immigrés. Alors, Aude Favre, vous la retrouvez en fin d'épisode dans sa vidéo What the Fake 14, qu'elle a laissée en plus sur Internet, où à la fin de sa vidéo, elle explique que les coups de feu entendus par certains seraient plutôt, pour exagérer la chose, des coups de cravache, sous-entendu la sexualité. Hein. Ça, c'est un humour à la socialiste, au socialisme, toujours ramené sur le cul. Hein. C'est des décérébrés sur ça. En même temps, elle doit comprendre ce que c'est, je pense, hein, au vu de ce qu'elle doit faire pour obtenir certains contrats avec Babel Prod ou encore avec Arte ou bien avec les finances de certains ministères. Non, on peut se poser la question si cette pupute n'en fait pas plus des heures en dehors de son travail de journalisme. Enfin, le journalisme est un grand mot. Donc on la retrouve à Marc Dorcel en train de s'amuser avec un pistolet habillé en cowgirl et à tirer et à rigoler comme si elle se faisait fouetter le derrière. Hein, c'est ça la chose. Ça l'excite peut-être, déjà mouillé, qui s'est trempé comme une vache. On n'en sait rien. Enfin, donc elle est descendue à Nantes, on vient de prouver le contraire, hein, c'est-à-dire que là elle a créé de la désinformation sur la situation réelle. On a d'autres témoignages qui nous disent dans les transports nantais, le sentiment d'insécurité est à son comble. De nombreux passagers craignent de se faire agresser alors que les interpellations et saisies d'objets dangereux se multiplient. Les coups de feu ont visé un arrêt fréquenté du tramway, dans un quartier étudiant du nord de Nantes. On avait aussi eu une autre affaire où ça tirait au paintball, où ça menaçait, ça mettait en joue certains, conducteurs aussi de transport de la TAN. Et on a quelqu'un qui dit « Quand je suis sorti, j'ai vu une personne de la sécurité qui disait « Mettez-vous vite à l'abri », se souvient cette dernière. Les passagers, très choqués, ont été recueillis dans un supermarché jusqu'à l'arrivée de la police. On rappelle également à nos voisins qui subissent la même chose. En Allemagne, à Francfort, 100% des harceleurs sexuels sont étrangers. 62% des violeurs, étrangers. 54% des meurtriers, étrangers. 87,5% des voleurs, étrangers. Voilà, c'est clair. On a maintenant des gauchistes qui commencent à voir que... elles étaient dans un certain... comment je pourrais dire ça ? Dans un certain cadre, dans certains endroits de la ville, et comme la plupart sont des bobos gauchistes, quand la situation s'est gâtée par l'avenue de ces mauvaises chances pour la République, en fait, ils ont déménagé. Et ils se retrouvent maintenant rattrapés, c'est-à-dire que petit à petit, il n'y a plus vraiment d'endroit où déménager en France. Donc là, merde, ils changent de discours, leur gauchisme ne peut plus durer. Et on a entre autres cette femme qui dit, je cite, « Je supplie la gauche de ce pays de se réveiller, d'entendre la voix d'une femme du milieu ouvrier, 15 ans de militantisme à gauche, qui sature et disjoncte d'être harcelé et agressé tous les jours dans le 9-3. » Ah bah tiens, mais... Vous voyez, ces traîtres-là, celles qui auraient pu coucher avec les nazis à l'époque. Ouais, parce que c'est comme ça qu'il faut les qualifier, hein. Elles sont avec l'occupant. Parce que moi, je qualifie ces étrangers d'occupants de notre territoire. Ce sont des colons. Eh bien, ces femmes qui hier nous donnaient des leçons en disant « Non mais acceptez-les, tout le monde doit venir comme il est. Non mais ils n'ont pas notre culture, on va les éduquer. Hein, » qui se donnaient des bonnes augures. Eh bien aujourd'hui, elles saturent. Et on devrait venir à leur rescousse en disant « Ah ouais, ça y est, vous avez enfin compris, c'est bien, vous êtes de notre côté. Après avoir passé 15 ans à nous insulter, nous mépriser, etc., là maintenant, vous voulez rejoindre notre camp et qu'on vous aide. » Vous voyez, ces femmes-là méritent la tonte.
C'est le même genre de profil qui, à l'époque, était avec l'envahisseur et couchait avec, lui facilitait l'accès à notre territoire et à rentrer dans des administrations ou encore à descendre les résistants. C'est les mêmes femmes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit leur accorder le pardon et les accepter dans le combat, ou on doit se dire, après tout, vous savez quoi? Vous avez voulu les accueillir, on va laisser, avant de charger les wagons, le territoire pourrir. D'accord? C'est avant de faire le nettoyage, nous on sait déjà, on sait se reconnaître entre nous, ceux qui sommes prêts à faire le nettoyage. Mais on va d'abord vous laisser subir pendant peut-être encore 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans, qui sait. Jusqu'à ce que vous soyez à bout et que quand on vous donnera des directives, vous ne soyez pas dans « ouais non là je veux pas agir ». Vous fermez vos bouches et vous agissiez. Quand on donnera un ordre, ça sera chargé, vous chargerez. Donc, pour vous amener à un radicalisme, le seul moment, c'est de vous laisser pour l'instant subir. Encore et encore. C'est tout. Parce qu'il y en a certains également, vous les voyez à Bordeaux, merci de bien vouloir dégager. Comme la police ne fait plus rien, n'a pas l'ordre d'intervenir, de ne pas froisser ces immigrés, ces chances pour la France, eh bien les habitants sont obligés de sortir masqués, cagoulés, en demandant de gentiment décaler, de changer de secteur à tous ces trafiquants. Voilà, et comme je vous ai dit, dans mon combat de Adolf Hitler, il s'était peut-être trompé d'adversaire, je pense. Et il disait que dans le sud de la France, à son époque, ceux qui tenaient les réseaux de prostitution des Blanches n'étaient pas les J, n'étaient pas les sionistes. Donc si c'était pas eux, c'était qui d'après vous? Quelle est la plus grande communauté à Marseille déjà à l'époque? Les Algériens, bingo. Et dans l'histoire, de 1500 à 1800, qui faisait de la traite de Blanches? Les Algériens et les Maghrébins avec les bars, en fait, sous comment je pourrais dire ça? La tenue de barbaresque. Et en fait, ce qui se passe actuellement en France, en Angleterre, etc., on voit que les barbaresques par essence, c'était quoi? Des musulmans. Donc le problème de l'Occident, c'est les musulmans. Le problème de ces femmes harcelées dans la rue, etc., c'est les profils islamistes. C'est tout. Donc le problème tout court, c'est l'islam. Et on va le combattre. Je vous ai également inscrit, vous êtes papa? Vous êtes grand frère, tonton? Vous avez des jeunes filles européennes dans votre entourage? Il est l'heure de ne plus vous faire piétiner. Vous ne devez plus craindre de montrer l'ennemi de l'Occident, à savoir l'islam et ses islamistes. La solution pour les criminels et délinquants, c'est les wagons. C'est la hijra pour eux. On ne veut pas qu'ils soient sur le territoire. Pour les criminels et délinquants, c'est le camp du travail. Cessez de dire que vous ne voulez pas être politisé parce que vous allez être rattrapé. Il est question de la vie de vos enfants, de vos mamans, de vos sœurs, de votre famille. Le royaume doit pousser à une solution à la fin. Et je vous ai mis cette image des Philippines, des Louise, des Lola. Il y en a de plus en plus, c'est un sujet politique. Et Christophe Beaugrand, lui, va répondre « La question n'est pas là. Je suis proche de cette famille. Ils ne veulent pas être associés à un combat politique. La moindre des choses est de respecter leur deuil. Merci d'avance. » Mais Christophe Beaugrand, mon grand, écoute. Tu vois, cette famille qui a été lavée de leur cerveau par la gauche, où on voit la grande sœur de la pauvre victime, qui elle aussi en soit victime de ça, qui montrait les méchants blancs, les méchants autochtones. Mais ils ont subi ce combat finalement, à savoir celui d'importer toujours plus de migrants. Et vous leur demandez encore à cette famille de ne pas être politisée. C'est-à-dire, vous demandez en fait à la population d'accepter des Thomas, des Philippines, des Louise, des Lola, qui se multiplient en fait, et on peut en citer bien d'autres qui ne sont pas médiatisés. Au nom de quoi? De la loi du silence, du socialisme sectaire. C'est terminé. 77% des Français sont favorables à la suppression également des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants. Parce qu'ils franchissent les paliers, c'est-à-dire quand on les laisse être délinquants jeunes, après ils montent dans la criminalité. Et ils montent après jusqu'à la radicalité islamiste de vouloir faire, entre autres, un djihad sur le territoire. Et on retrouve d'ailleurs d'autres migrants aussi qui attaquent un peu partout l'église, comme on peut le voir, entre autres, un Roumain qui est monté sur l'autel et qui a jeté à terre plusieurs candélabres d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ils vont profaner jusque dans nos lieux de culte. On voit également en France la priorité, non, c'est pas l'immigration. La gauche s'attaque aux mairies RN, entre autres celle de Beaucaire, qui a été condamnée à plus de 120 000 euros d'amende pour avoir refusé de retirer une crèche de Noël. Le maire de Béziers aussi, qui a refusé de marier un Algérien sous OQTF, donc qui a rien à faire ici sur le territoire. Et en plus, qui était bien connu de la justice, cet Algérien se voit attaqué en justice et risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. C'est n'importe quoi. Donc l'OQTF, qui a certainement trouvé un moyen
soit financier pour trouver un mariage arrangé, ou soit une pauvre Stéphanie, ou qu'est-ce que je peux encore dire de ces pétasses de gauche, qui veulent leur maghrébin sucré ou leur renois sucré. Et qui finalement vont se faire sucrer leur pognon, vont se faire violenter, et à la fin vont ramener des gens sous OQTF qui vont récupérer le territoire. Voilà ce que c'est. Et pour conclure avec une bonne nouvelle tout de même, on a Jack Lang, donc lui amoureux de l'islam, qui nous disait que c'est une religion de paix et de lumière, qui a été bousculé à un rassemblement anti-pédocriminalité à Paris. Donc on avait, je crois, 30 à 40 personnes de réunies, donc c'est très peu. Et on voit l'esprit de ce pervers qui apprécie l'islam. On se demande d'ailleurs pourquoi, peut-être parce qu'il se voit dans les agissements de Mohamed, qui sait, avec les petits-enfants. Eh bien, ce Jack Lang s'est rendu sur place, je pense, par esprit de conflictualité et de dire qu'il est tout puissant, quoi. Il a été bousculé, il s'est blessé un peu et a été emmené à l'hôpital. Mais je vous ai remis quand même dans son passage où il nous dit bien « l'islam, religion de paix et de lumière ». Ah, la lumière pour les pédos, peut-être, certainement. Alors que la lutte contre le narcotrafic, ah oui, ça c'est autre chose, on l'abordera plus tard, la lutte contre le narcotrafic est érigée en priorité nationale par le gouvernement, mais il y a plusieurs témoignages qui corroborent le fait que certains députés, pour la majorité au centre ou bien à gauche, et collaborateurs consomment des produits stupéfiants, notamment pour faire face à la charge de travail et à la pression, mais aussi pour se faire des soirées fines, dégueulasses, comme l'autre là qui avait renversé et qui a même tué un bébé. Comment il s'appelle ? Cette enflure là, bien à gauche aussi. Ah putain, j'ai plus son nom là. Qui a été mis en HP, je crois, en attendant, et après qui a été transféré en prison. Bref, on est en tête vu diminuer sa peine. Eh bien, pareil, chemsex, soirée, rail de coke, ça, enfin, c'est n'importe quoi. Et on les voit finalement dans l'esprit transhumaniste d'utiliser des produits pour s'amplifier, s'augmenter. Tout le monde savait, la phrase est souvent revenue au fil des entretiens, lorsque le cas de la députée LFI, donc encore à gauche, Andy Kerbrat, on rappellera aussi l'autre vendeur de stupes, Louis Boyard, qui vous dira que c'était un pauvre ouvrier qui devait vendre. Oui, bah voyons, on y croit. Donc celle-ci, Andry Kerbrat, arrêté mi-octobre à Paris, alors que, plutôt celui-ci, excusez-moi, acheté de la 3-MMC, était évoqué. En fait, si je vous disais celle-ci, c'est parce qu'il y a aussi une femme à gauche, où on a retrouvé avec son frère, je sais plus, des stupes chez elle, plusieurs kilos, des milliers d'euros, bref, plein d'affaires comme ça. Avant, le député insoumis, ceci un macroniste, Emmanuel Pellerin, qui a défrayé la chronique début 2023, l'élu de Haute-Seine a annoncé qu'il se mettait en retrait après que Mediapart a révélé qu'il consommait de la cocaïne avant et après son élection. Mais ça, on l'abordera prochainement. On a fait le tour de cette revue des actualités en l'espace d'1h20 à peu près. Vous pouvez me retrouver en cas de censure sur Odyssée, Phénotix-Évolution. Merci pour votre écoute. En chrétien, notre victoire est assurée. On va gagner le combat, la victoire est déjà là, et on le sait. Et nos valeurs restent ancrées, malgré l'infiltration des islamistes, de ces adorateurs du pédocriminel Mohamed. À très bientôt, chers abonnés.